Jean-Michel Quatrepoint, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Je suis journaliste depuis plus d'un demi-siècle maintenant. J'ai travaillé aux Échos, au Journal des Finances, au Monde. Je suis resté pendant 11 ans au Monde, où je m'occupais notamment de toutes les industries électroniques, et informatiques, etc. Ensuite, j'ai créé la Tribune, que j'ai quittée au bout d'un an. J'ai ensuite dirigé la GFI. J'ai redirigé la rédaction de la Tribune. J'ai racheté la Lettre A en 93, que j'ai dirigé et que j'ai possédé pendant 15 ans. J'ai dirigé aussi la rédaction du Nouvel Économiste, et puis j'ai revendu la Lettre A en 2007. Et depuis, j'ai écrit un certain nombre de livres, dont celui qui vous intéresse, je crois, c'est Alstom Scandale d'État, c'est ça ? Exactement. Que j'ai lu et qui m'a, je vous le cache pas, révolté. Alors, ça remonte à... J'ai écrit ce livre il y a 8 ans, et l'affaire Alstom, ça remonte à il y a 9 ans, en fait. C'est 2014. C'est ça. Bon. Alors, c'est un livre très détaillé, très fourni. C'est une enquête très poussée que vous avez menée sur cette affaire. Et ma première question, c'est pourquoi cette affaire est-elle un scandale ? Parce que on a liquidé en fait l'un des derniers fleurons de l'industrie française, et notamment dans le domaine énergétique, qui est un domaine clé pour la souveraineté du pays et pour l'économie du pays. Donc la manière dont ça s'est passé, la manière dont on a menti à un moment donné à l'opinion publique, et les manœuvres qui étaient en arrière de la main pour vendre la partie énergie d'Alstom à General Electric, tout ça n'était pas très glorieux, oui, c'est clair. Alors, pour que les internautes comprennent bien de quoi on parle, c'est quoi Alstom ? Alors Alstom, il faut remonter aux années 80. Dans les années 80, la France avait plusieurs fleurons industriels qui étaient parmi les numéros 1 mondiaux. Et il y en avait un qui s'appelait la Compagnie Générale d'Électricité. Et la CGE, qui a été nationalisée en 82 et privatisée en 86, exerçait son activité dans un certain nombre de champs. Il y avait Alstom, qui était la branche énergie. Il y avait les câbles de Lyon. Il y avait aussi à l'époque les chantiers de l'Atlantique. Donc c'était un vrai conglomérat. Et il y avait Alcatel. Alcatel, qui était quasiment le numéro 1 mondial en matière de télécommunications et qui avait une avance technologique avec des centraux, à l'époque, qui étaient les embryons des centraux numériques. À l'époque, on ne parlait pas de smartphone, bien évidemment. Et CGE est devenu Alcatel-Alstom, et dans les années 90, au début des années 90, c'était un géant. D'ailleurs, il détenait à peu près 14% du marché mondial des télécommunications. Et ils avaient face à eux Siemens, qui était aussi un conglomérat et un géant sur les mêmes créneaux, et General Electric, qui est notamment dans le domaine énergétique, était un géant mondial. Et la CGE a progressivement, avec des erreurs de gestion, indiscutablement, dans les années 90, a été démantelée. Et on a séparé ensuite Alcatel et Alstom. C'était l'époque de Serge Tchuruk, qui était son PDG à l'époque, et qui est un homme qui ne croyait pas à l'industrie. C'était son grand terme, c'était fabless, c'est-à-dire on fabrique sans unité de fabrication. Et alors Alcatel a suivi son chemin d'un côté et qui a abouti à sa disparition de fait, puisqu'ils ont été progressivement absorbés par Nokia. Et Alstom, a connu des vicissitudes et a eu des difficultés avec déjà General Electric. Ils ont été obligés de recéder leurs activités dans les turbines à gaz à General Electric. Ensuite, ils se sont séparés de CGELEC, leur activité ingénierie à travers le monde. Et ils ont été obligés de racheter, pour être présents sur les turbines à gaz, les sociétés de Braun-Boveri, qui était une société suisse. Et en rachetant ces activités dans les turbines à gaz de Braun-Boveri, ils ont fait une très mauvaise affaire parce que cette activité les turbines ne marchaient pas. Donc ils ont eu des problèmes avec les clients, ils avaient surpayé le rachat, donc ça a pesé sur l'activité d'Alstom. Et Alstom, début des années 2000-2003, a déjà failli plus ou moins disparaître. Les banquiers, à un moment donné, ont voulu serrer le kiki, c'est-à-dire ne plus vouloir prêter d'argent à Alstom, et à ce moment-là, son PDG, Patrick Cron, qui venait d'arriver, s'est battu indiscutablement pour empêcher d'abord que Siemens, qui avait déjà eu l'objectif de reprendre Alstom, ici opposé,
Il était soutenu à l'époque par le ministre de l'économie de l'époque, c'était Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a obligé les banques françaises à reprêter à Alstom et on a fait redémarrer Alstom. Mais il faut se souvenir que Siemens avait déjà dans la tête de reprendre une partie d'Alstom et qu'ils se sont séparés ensuite des chantiers de l'Atlantique. Et donc Alstom s'était repositionné sur la fourniture de turbines et de matériel pour la fabrication de l'électricité et de l'énergie. Donc ils avaient plusieurs branches. Ils avaient la partie hydraulique où, historiquement, Alstom avait une très bonne position, notamment les turbines hydrauliques, c'est pour les barrages, notamment, les barrages petits, moyens et grands. Donc ils exportaient un peu dans le monde entier. Ils avaient une très bonne position dans le nucléaire, la fabrication des turbines qui alimentaient les centrales nucléaires, et notamment les fameuses turbines Arabelle, qui ont équipé les 58 réacteurs français. Et là, il y a un vrai savoir-faire, de l'usine de Belfort notamment. Ils avaient racheté aussi une activité grid, ce qu'on appelle grid, c'est-à-dire les réseaux intelligents d'électricité, qu'ils avaient racheté à TND. Enfin, c'est TND qu'ils ont racheté. Et puis, ils avaient l'activité turbine à gaz qui marchait plus ou moins bien parce que c'était l'héritage de Brode-Mowbray. Donc Alstom se retrouvait un peu le petit face à Siemens. Il y avait le ferroviaire, j'ai oublié, bien évidemment, oui. Et il y avait l'activité ferroviaire. Mais c'est tout ce qui reste aujourd'hui d'ailleurs. C'est ce qui reste. Aujourd'hui, il n'y a plus que ça. Oui, et ils ont fusionné avec Bombardier et ils avaient failli être rachetés par Siemens et heureusement, on a empêché ce rachat. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ils étaient un peu le petit dans la cour des très grands. Donc, Alstom, pour maintenir son chiffre d'affaires et ses positions, était souvent obligé de prendre des contrats qui étaient des contrats de moyens de quelques centaines de millions d'euros ou de dollars, qu'ils prenaient quasiment à perte. Ensuite, certains de ces contrats dans des pays un peu exotiques étaient obtenus avec des méthodes bien connues qui sont la corruption, pour parler simplement, de certains cadres locaux des sociétés d'électricité ou des gouvernements qui donnaient pour les appels d'offres. Bon. Mm-hmm. Et à partir de là... Ça, c'est un point très important. C'est un point c'est un point très important, oui. Et vous dites que c'est une des pratiques courantes. C'était des pratiques courantes. Comment croyez-vous que les contrats d'armement se faisaient ? Comment croyez-vous que les grands contrats se faisaient dans les années 60, 70, 80, 90 ? Ça se faisait effectivement avec de la corruption. Mais certains n'appelaient pas ça la corruption. Les Saoudiens, par exemple, exigeaient généralement 20% de commission. Bon, mais ils disaient, écoutez, vous avez la TVA, nous, on a les commissions. Bon. Et les commissions arrosaient tout l'univers autour de la famille régnante des Saouds. Donc, c'était des méthodes habituelles. Et les Américains, eux, ont commencé à ne plus faire cette corruption directe à partir de la fin des années 90, mais ils ont d'autres méthodes d'influence. Vous financez par exemple les études des dirigeants qui peuvent être influents et vous aider dans l'obtention des contrats, les études des enfants. Bien sûr, bien sûr. Bon, les Chinois font la même chose aussi. Donc, entre corruption et influence, je veux dire... La frontière est assez... La frontière, les Américains, vous savez, comment croyez-vous qu'on récompense les bons élèves, Par exemple, M. Barroso, qui a été commissaire européen, président du conseil des commissaires européens. Bien sûr. Il a été remercié ensuite. Il a intégré Goldman Sachs. Bon, donc il y a d'autres méthodes que la corruption avec une valise de billets. C'est ça. Mais c'est de l'influence. Bon, et alors Alstom était sans doute en retard dans ce domaine. Il était étant le plus petit. Ils ont été amenés effectivement, notamment sur l'Indonésie ou Costa Rica pour Alcatel, etc., obligés d'arroser des personnalités locales. Et c'est ce qui va leur coûter très cher, car les Américains vont s'emparer de ça pour obliger en quelque sorte Alstom à leur céder ce qu'ils avaient envie de racheter. Alors comment ça se passe précisément ? Alors ça se passe que les Américains... ont un objectif. Il faut voir les stratégies de Siemens et de General Electric. General Electric a envie
de pénétrer réellement le marché européen. Sur le marché européen, ils sont notamment des turbines à gaz, ils sont quand même bloqués par Siemens et aussi par Alstom, qui avait récupéré les parts de marché de Brown-Boveri. Donc General Electric a envie de pénétrer le marché européen des turbines à gaz, qui à l'époque, il faut se souvenir, le gaz avait le vent en poupe. Nous sommes dans 2012, 2011, 2012, on ne parlait pas de l'écologie comme aujourd'hui. Le gaz était un des facteurs essentiels pour le développement de l'énergie dans les décennies qui allaient venir. Sur le nucléaire, ils n'avaient pas la compétence, indiscutablement, qu'avait Alstom avec les turbines Arabelle. De la même façon, ils avaient envie de mettre la main sur la partie réseau intelligent, grid, qu'Alstom leur avait piqué parce qu'ils étaient candidats aussi au rachat de TND et Alstom l'avait emporté face à General Electric. En revanche, l'hydraulique ne les intéressait pas vraiment parce que la force d'Alstom sur l'hydraulique, c'est de faire du clé en main. Donc, il y a un client qui a envie de construire un barrage, eh bien, les ingénieurs d'Alstom venaient étudier le barrage, etc., et faisaient du sur-mesure. Bon, et du service après-vente derrière. General Electric avait un système qu'on appelle ça du sur étagère. C'est-à-dire, ils vendent des produits qui sont calibrés, et puis vous achetez sur étagère, et puis basta. D'accord. Ça suffit. Et donc l'hydraulique, d'ailleurs, ils vont le liquider, ce qui est bien dommage. Donc c'est ça qui les intéressait chez Alstom. Et pénétrer le marché européen, au passage éliminer un concurrent, et récupérer des technologies sur le grid et sur le nucléaire et les parts de marché sur le turbine à gaz. Ils vont utiliser d'abord, disons, le désir finalement de l'actionnaire principal d'Alstom, qui était Bouygues, et de son patron de passer la main, de vendre. Alors, vous me direz, pourquoi Bouygues voulait vendre? Et là, il faut remonter dans les années 2000, ce qui s'est passé dans l'ensemble de la filière énergétique française dans les années 2000. Allez-y. Alors, Bouygues était rentré dans le capital d'Alstom, à la demande d'ailleurs de l'État et de Nicolas Sarkozy, pour remplacer l'État. L'État avait pris, au moment de la première bataille autour d'Alstom en 2003, l'État avait pris 20% du capital d'Alstom. Mais la Commission européenne a exigé que l'État cède sa participation. C'est à ce moment-là qu'on a été chercher Bouygues. Et Bouygues, à ce moment-là, a eu une ambition, c'est de se dire, finalement, je peux devenir le parrain, en quelque sorte, de la filière nucléaire en France. Et Bouygues participe déjà à la filière nucléaire en fabriquant le béton. C'est eux, au passage, qui ont fabriqué le sarcophage de la centrale de Tchernobyl en Ukraine, quand il y a eu l'accident de Tchernobyl. D'accord. Donc Bouygues a une compétence sur le béton, c'est son métier, pour les centrales nucléaires. Et en étant actionnaire d'Alstom, le principal actionnaire, avec 20%, il disait à ce moment-là, je peux essayer de faire un ensemble et de devenir l'actionnaire de référence d'Areva. Areva, pour vous souvenir, Areva, c'est à la fois la société qui fabrique le combustible pour les centrales nucléaires, traite les déchets des centrales nucléaires et fabrique tout ce qui est nucléaire dans un réacteur. Et Alstom fabriquait ce qui est non nucléaire dans le réacteur, la turbine, essentiellement. Et EDF étant ensemble, ensuite l'ensemblier, celui qui met ensemble tous ceux qui font le béton, ceux qui font la partie non nucléaire et ceux qui font la partie nucléaire. Et Areva qui fournissait le combustible. Et à partir de là, Bouygues se dit, je vais rentrer au capital d'Areva, puisqu'on envisageait, le capital d'Areva, c'était l'État qui le détenait, on envisageait de privatiser Areva, d'ouvrir son capital, et Bouygues s'est dit, je peux peut-être devenir l'actionnaire de référence. Il y en avait un autre qui avait envie d'être l'actionnaire de référence, c'était Siemens. Parce que là, on arrive sur la partie nucléaire. Alors, vous voulez qu'on parle de la partie nucléaire? Parce que c'est en parallèle avec Alstom. Allez-y, allez-y. Bon. Siemens a participé au développement du nucléaire en France dans les années 90. Siemens avait 34% d'une société qui s'appelait Framatome ANP, et Areva, enfin l'ancêtre d'Areva, avait 66%.
Et c'est cette société Framatome ANP qui a développé l'EPR. Et l'EPR a été conçu à la fin des années 90 par des ingénieurs français et allemands. D'accord. Et les Allemands ont imposé leurs normes de sécurité, et notamment 4 circuits de refroidissement au lieu de 3, etc. Et on peut dire que les difficultés de l'EPR viennent en partie des exigences allemandes de Siemens d'imposer ses propres normes. Ah oui. Oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pour les EPR2, on a gommé tout ce qui venait de Siemens pour simplifier les choses. D'accord. Et on peut espérer que ça marchera un peu mieux qu'à Flamanville ou que l'EPR finlandais, où Siemens était directement partie prenante. Vous avez bien fait de faire ce détour, figurez-vous. Oui, oui. Par Siemens, parce qu'on a compris quelque chose là. Voilà. Et quand Siemens a dit « je vais monter au capital d'Areva », à ce moment-là, Anne Lauvergeon, qui était la patronne d'Areva, a dit « hors de question ». Bon. Et c'est vrai que les dirigeants français ont dit « hors de question ». Et à ce moment-là, Siemens a dit ben « moi, j'ai plus d'intérêt à être dans le nucléaire, et je me retire ». Et ils sont partis, ils ont quitté, ils ont vendu leur participation à Areva, il y a eu un bras de fer d'ailleurs, dans Framatome ANP. Et à partir du moment où Siemens n'était plus dans l'industrie nucléaire, eh bien les Allemands n'avaient plus aucun intérêt à rester dans le nucléaire. Et ça explique aussi, c'est pas seulement pour des raisons écologiques que les Allemands sont sortis du nucléaire, même si le poids des écologistes est très fort en Allemagne. C'est aussi parce que Siemens, en n'ayant pas pu mettre la main sur Areva et en n'ayant pas pu mettre la main sur la fabrication des EPR, a décidé de se retirer. Et qu'à partir de ce moment-là, les Allemands, n'ayant plus d'intérêt industriel dans les centrales nucléaires, ont décidé de sortir complètement du nucléaire. Il faut avoir ça présent à l'esprit pour comprendre aussi ce qui se passe aujourd'hui. Évidemment. Et le bras de fer entre la France et l'Allemagne sur le nucléaire. Alors, je reviens à Alstom et aux péripéties. Bon, à l'époque, ce qui eût été bien, c'est que tout le monde s'entende. L'ensemble français s'entende. Areva, EDF, Alstom et Bouygues. Bon. Simplement, il y a eu des batailles d'ego. La patronne d'Areva ne supportait pas EDF et le patron d'EDF. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Parce que Areva voulait être le maître d'œuvre de l'ensemble nucléaire français. Ah oui. Elle voulait être la patronne. En fait, tout le monde veut la couronne, quoi. Voilà. Et alors qu'EDF dit, il n'avait pas totalement tort, attendez, vous fabriquez une partie des réacteurs nucléaires, mais nous, on les fait tourner. En plus, à l'exportation, c'est vrai que c'est EDF qui, en Chine, nous avons exporté des centrales nucléaires en Chine. Les premières remontent à plus de 30 ans à Daya Bay. Bon. La coopération avec les Chinois s'est faite entre EDF et les Chinois. Pour les Chinois, le nucléaire français, c'est EDF. C'est clair. Et c'est vrai que la compétence ensuite de faire tourner les centrales, d'assurer la maintenance, les révisions décennales, etc., c'est EDF qui l'avait, largement. Donc, ils auraient dû s'entendre. Ils ne se sont pas entendus pour des problèmes d'ego. Et Patrick Cron, qui avait un caractère particulier, pour ne pas dire un mauvais caractère, ne supportait pas que EDF lui donne quelques conseils à injonction et que Anne Lauvergeon le traite comme quantité négligeable. Donc tout ce petit monde s'est bouffé le nez. Et c'est comme ça, finalement, qu'on a affaibli tous les acteurs de la filière nucléaire. EDF, on a affaibli Areva, qui a abouti finalement à ce qu'on soit obligé de l'État de combler le trou d'Areva et de sauver Areva en le faisant reprendre par EDF. Bon. Et qu'Alstom, qui s'est retrouvé pris en sandwich, a été racheté par General Electric. Et pourquoi Bouygues a voulu... Alors, parce que Bouygues, à partir du moment où Bouygues ne pouvait pas être de facto le patron de l'ensemble de la filière nucléaire, il s'est dit, moi j'ai de l'argent immobilisé qui ne me rapporte pas, j'aurais une autre utilisation à faire de cet argent, donc je vais sortir.
Ok. C'est Game of Thrones, en fait, le truc. Oui, oui. Chacun veut être le patron et s'il ne l'est pas, il se barre. Bah, voilà. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais Oui. la question qui se pose, c'est donc ces 20% d'actions de Bouygues. Pourquoi Oui. l'État ne les a-t-il pas rachetés pour Mais sauver parce que, Alstom? écoutez, à l'époque, d'abord, la commission de Bruxelles ne l'aurait pas accepté. D'accord, donc Bruxelles empêche en fait l'État Voilà. français Voilà. de sauver Alstom. Exactement. Hein, et donc, à partir de ce moment-là, Bouygues se dit à Patrick Cron, moi je veux sortir. Et puis Patrick Cron se dit, bah oui, je suis un peu coincé. Bah finalement, c'est peut-être le moment de sortir, hein, de vendre. Et à qui je vais vendre? Bah je vais vendre, le seul qui puisse acheter, c'est le General Electric. Sachant que, au milieu de tout ça, il y a ces affaires donc de corruption dont on parlait tout à l'heure. Et qui commence à peser sur lui. Donc parce que donc la justice américaine pointe du doigt des affaires de corruption en Inde, il me semble. Non, en Indonésie. En Indonésie, c'est ça. D'Alstom qui aurait donc. Oui, mais ils ont pas. Ils ont, c'est pas là au conditionnel. C'est ça. donc ils ont corrompu des fonctionnaires. Ou oui, bon, pas grand-chose d'ailleurs. Pour un petit marché. Pour un marché de 160 millions d'euros. Avec un partenaire japonais. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est que les Américains, comme d'habitude, c'est exactement comme on voit dans les films. Hein. Les Américains ont pris les Japonais à part, leur ont dit s'il vous plaît des coupables, bon bah on ferme les yeux, sinon attention, le ciel va vous tomber sur la tête. Et donc les Japonais ont avoué. Et à partir du moment où les Japonais ont avoué, bah, Alstom se retrouvait piégé. Mais attendez, mais là la question que se posent légitimement les internautes, c'est que viennent faire les Américains sur un marché indonésien? Enfin, pourquoi la loi américaine s'appliquerait-elle à un marché qui a été... Parce que les Américains candidataient à ce contrat, hein, et que les Américains estiment qu'à partir du moment où vous utilisez le dollar comme transaction, eh bien vous relevez de la loi américaine. C'est ça qui est fou. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain. C'est ça qui est absolument fou. Oui, mais donc pour une affaire en Indonésie, oui, c'est le privilège du dollar. C'est la justice américaine qui va juger Alstom et qui demande du plus fort et du dollar. Et qui impose une amende à Alstom. Oui, mais ils ont fait la même chose avec BNP Paribas, qui a payé 8 milliards de dollars d'amende, hein, parce que ils ont fait une opération sur le Soudan, qui était sous sanction et sous embargo. Bon, et des cas comme ça, il y en a des tas. Mais c'est le western, quoi. Oui, le Siemens était condamné aussi pour les mêmes choses. Bon, donc les Américains ont décidé effectivement d'imposer leurs droits et leurs normes, hein, et ils utilisent tout le droit américain et le dollar, puisque toute transaction se fait au niveau international se fait en dollars. Hein. Et si les mails passent par des serveurs qui sont... pareil, si les mails... Alors là, en plus, une partie de la commission, de la surcommission, avait transité par la filiale américaine d'Alstom. Donc, en plus, il y avait eu un transit par le sol américain. Donc, les Américains ont commencé à faire leur inquiry, leur enquête et leur action. Et au début, je crois que les dirigeants d'Alstom n'ont pas bien compris le danger que ça représentait. Et puis, ils ont commencé effectivement à s'en apercevoir. Et là, toutes les conditions étaient réunies. L'actionnaire principal qui voulait sortir, une difficulté à exister face au numéro 1, au numéro 2 du secteur. Patrick Cron, qui en avait un peu marre, qui avait des problèmes avec ses grands clients français, SNCF et EDF, un peu de sa faute, parce que, comme je dis, il avait un caractère certain. Et donc, il se dit, finalement, la solution, c'est je vends, et à qui je vends? Je ne peux vendre qu'à General Electric. Parce qu'avec Siemens, Alstom et Siemens se détestent à cause des affaires de 2003, quand Siemens avait essayé de racheter Alstom et avait mis des bâtons dans les roues à Alstom auprès de la Commission européenne, etc. Donc il y a une haine entre Siemens et Alstom. Donc ça ne pouvait pas se faire. Les deux Européens ne s'entendent pas. Non. C'est curieux d'ailleurs parce que autrefois, tout ce petit monde s'entendait. Bon, autrefois il y avait un cartel qui s'appelait le cartel du grand matériel électrique, hein, où Siemens était membre, comme Alstom, Merlin-Gerin, les grandes entreprises européennes, Braun-Boveri, ASEA, et les filiales américaines des grands groupes Westinghouse et General Electric assistaient à ce cartel. Voilà.
Et ce cartel se mettait d'accord pour faire un tour de rôle sur l'obtention des contrats dans le reste du monde. C'est-à-dire que le principe, c'était chacun est maître chez soi. Hein, c'est-à-dire que les Allemands sont maîtres chez eux, les Français étaient maîtres chez eux, les Américains bien évidemment maîtres chez eux. Mais en revanche sur l'Amérique latine, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie, eh bien, on faisait un tour de rôle. C'est-à-dire au Brésil, par exemple, sur ce contrat, c'est toi Siemens qui aura le contrat. Et les autres, finalement, mettent un prix plus élevé que Siemens. Et s'il faut se battre contre un concurrent local, eh bien à ce moment-là, il y avait une caisse de combat, hein, abondée par les cotisations des membres du cartel, et le membre du cartel désigné pour avoir le contrat dumpait sur les concurrents locaux et se rattrapait grâce à cette caisse de combat. Ah oui, c'est intéressant ça. Oui, moi j'avais découvert ça, c'était dans les années 70. Sur le Brésil, justement, les opérations sur le Brésil. Donc ce cartel, a de facto disparu dans les années 90, ah bah oui. hein, avec la mondialisation, etc. Mais il a existé pendant quelques décennies. Donc autrefois, ils s'entendaient. Hein. Mais là, entre Siemens et Alstom, c'est une hostilité, pas seulement des dirigeants, c'est dans les troupes aussi. Hein. C'est une vieille hostilité. Et donc, Patrick Kron prend langue avec le patron de General Electric, Jeffrey Immelt. Et parce que un des dirigeants de Alstom a aussi fait de la prison aux États-Unis. Il se retrouve en tôle aux États-Unis. Frédéric Pierucci, oui. Parce que les investigations donc, du ministère de la Justice américain avancent et que tout dirigeant d'Alstom peut potentiellement être incarcéré aux États-Unis en fait, pour être interrogé. Frédéric Pierucci sera le bouc émissaire. Hein. Il fera au total 30 mois de tôle aux États-Unis en 2 fois. Il a sorti un livre où il décrit notamment tout son parcours au sein de la justice américaine et des prisons américaines, et je dois dire que c'est un formidable reportage, hein, in situ et in vivo. Ça montre d'ailleurs toutes les limites de la justice américaine et des prisons américaines, qui sont en partie privatisées, c'est l'esclavage moderne. Bon. Et d'ailleurs, lui s'est fait lâcher par Alstom. Il s'est fait lâcher par Alstom, parce que Alstom s'est dit, mais moi j'ai rien à voir avec ça, c'est lui qui est responsable, c'est pas moi. Mm-hmm. C'est pas moi, Alstom, alors que Pierucci, je crois qu'il était même pas au courant des contrats. Enfin, je veux dire, parce qu'il avait été patron de la filiale américaine à un moment donné, au moment où l'opération s'est faite. En Indonésie. Voilà. Donc, mais lui, je pense qu'il n'a pas signé les documents, mais il s'est fait choper, hein, comme on dit. Et à partir de ce moment-là, Alstom le lâche, pour dire nous on n'a rien à voir avec lui. Hein, d'autant qu'il y a d'autres enquêtes menées aussi au Royaume-Uni, etc. Donc ils sont là à faire le gros dos. Et la seule solution pour éviter à Patrick Kron de se retrouver lui-même en tôle, parce que les Américains, il y a l'extradition aussi. Hein, c'est que les Américains à ce moment-là lancent des mandats d'arrêt. Et les pays qui sont en lien avec les États-Unis, ils sont obligés d'extrader ensuite la personne. Bon. Donc en fait, les dirigeants d'Alstom pouvaient... ils pouvaient plus voyager, quoi. Ils pouvaient plus voyager aux États-Unis dans un certain nombre de pays. Donc ça posait un problème. Voilà. Donc la solution qui satisfaisait Bouygues, Patrick Kron, les équipes managers, c'est de dire on fourgue à General Electric, puisqu'ils sont acheteurs, on leur fourgue. Alors là, Jean-Michel Quatrepoint, je suis obligé de vous poser cette question. Mais est-ce que les procédures judiciaires aux États-Unis avaient pour objectif le rachat d'Alstom par General Electric? Honnêtement, j'en sais rien, parce que les procédures judiciaires, elles ont été larges. Hein. Il n'y avait pas que l'Alstom, comme on le dit, qui s'est fait prendre. Il y a eu BNP Paribas, il y a eu Total, il y a eu Technip. C'est une stratégie américaine, hein, de faire plier et payer les concurrents étrangers si jamais on arrive à pouvoir prouver qu'ils ont fait des choses qui, au regard de la loi américaine, ne correspondent pas aux lois américaines. Bon. Donc, ensuite, qu'il y ait une collusion. Il faut comprendre aussi qu'aux États-Unis, vous avez la cross-fertilization, c'est-à-dire que les milieux juridiques peuvent pantoufler. On
pantouflent aussi en France, pas les milieux juridiques, mais les milieux, disons, des cabinets ministériels pantouflent bien dans l'industrie, etc. Là, c'est la même chose. Les milieux juridiques, d'anciens procureurs, des juges peuvent se retrouver dans les grandes entreprises où ils gagnent mieux leur vie, et tout ça travaille ensemble. Hein, c'est un microcosme, un grand microcosme, mais ils travaillent ensemble. C'est le même monde. Bon, et on défend les intérêts américains, c'est clair. Donc, l'utilisation qui a été faite de la procédure, indiscutablement, ça a servi le General Electric. Bon, même si le General Electric a menti, parce que le General Electric a expliqué que s'il y avait une amende, il y a eu amende, c'est eux qui la prendraient en charge. Ouais. Et ensuite, les juges ont dit non, hors de question, c'est Alstom, ce qui reste d'Alstom, qui paiera. Une fois le rachat fait, voilà. General Electric dit finalement on n'a pas le droit de non, on n'a pas le droit, non. Bon. Et ça, ils le savaient en fait. Bien sûr qu'ils le savaient. Bien sûr ils ont des juristes dans leurs équipes, ils savaient que il y avait jurisprudence d'ailleurs, vous le dites dans votre livre. Donc bien sûr qu'ils le savaient. Le cas était connu, donc ils savaient qu'ils n'allaient pas pouvoir payer l'amende. Donc là les dirigeants d'Alstom se sont fait avoir. Oui, est-ce qu'eux-mêmes se doutaient? Bon, je veux dire, c'est... Ce qui fait qu'ils ont dû déduire le prix des amendes du prix de vente. Voilà, exactement. Alors, cela dit, avec le recul, on s'aperçoit quand même que General Electric n'a pas forcément fait une excellente affaire. Parce qu'ils ont racheté Alstom au moment où le marché des turbines à gaz était en fait au plus haut. Et au moment où ils rachètent, le marché mondial des turbines à gaz diminue. D'accord. Hein. Et donc, ils se retrouvent avec un excédent de production, en quelque sorte. Mais ça, c'est parce qu'ils n'avaient sans doute pas prévu qu'il allait y avoir le bouleversement écologique et que le gaz n'aurait peut-être plus le vent en poupe comme avant. Alors ensuite, il y a eu la négociation. Donc, voilà. Donc là, Patrick Cron, et ça c'est le deuxième volet de cette affaire, c'est tout ce qui entoure la vente d'Alstom, qui a été assez... les autorités françaises ont menti aux Français. C'est ce qu'on découvre dans votre livre. Les acteurs ont menti aux Français, en fait. Et Patrick Cron a menti au gouvernement. Ça, c'est le premier truc. Alors, il n'a pas... Alors, mensonge par omission. Oui. Il y a le rôle de Clara Guémard. Clara Guémard, la femme d'Hervé Guémard, l'ancien ministre de l'économie, travaillait pour General Electric France. Bon. Et elle a laissé entendre quand même aux autorités françaises que les négociations avaient lieu. Et est-ce que les autorités françaises ont mal entendu ou pas entendu? Bon, c'est pas clair. Cela dit, c'est vrai que Montebourg est un peu tombé des nues. Oui, c'est ce qu'il dit. Il l'a dit. Il est tombé des nues. Et là, il y a un bras de fer entre Patrick Cron et Montebourg qui ne pouvait pas s'entendre. Patrick Cron, je vous dis, il a un mauvais caractère. Voilà, et en même temps, il déteste l'État, en quelque sorte, en soi. Donc, alors il était bien content d'avoir l'État en 2003-2004, quand l'État a sauvé une première fois Alstom, mais il n'aime pas l'État. Et donc, Montebourg, il le considère comme un politique, et politique socialiste en plus. Donc, je pense que les relations entre les deux hommes n'étaient pas, a priori, ne pouvaient pas être les meilleures qui soient. Donc, Montebourg va essayer de monter une contre-offre avec Siemens. Quand il apprend donc qu'il y a des négociations entre Patrick Cron et General Electric, sachant que Patrick Cron a négocié secrètement, en fait, dans le dos du gouvernement. Oui, mais d'un autre côté, c'est une entreprise privée, Alstom. Donc, les négociations, elles se passent d'abord, et le gouvernement doit être mis au courant lorsque les négociations approchent de la fin. C'est vrai que si vous commencez à mettre dans le coup Bercy, les cabinets ministériels, au début d'une négociation, ça va fuiter, ça va partir dans tous les sens. Donc, les négociations industrielles, vous avez besoin d'un certain secret au départ. C'est indiscutable. Alors ensuite, vous allez me dire quel était le rôle d'Emmanuel Macron. Oui, j'allais y venir. Bon.
Emmanuel Macron, il faut comprendre que Emmanuel Macron, à l'époque, est secrétaire général adjoint de l'Élysée. Mais c'est lui qui est en charge des dossiers industriels. Il s'entend bien avec Montebourg, d'ailleurs. Et il connaît Cron. Et il connaît Cron. Bien sûr, il connaît Cron. Bon. Et il connaît Bouygues aussi. Bon. Je pense que Emmanuel Macron a eu vent, en arrivant à l'Élysée au début de la présidence de François Hollande. Il était chez Rothschild juste avant. Et il arrive à l'Élysée. Et là, je pense qu'il apprend que Bouygues a envie de sortir. Et donc, il fait demander une étude à un cabinet de conseil pour savoir quelles pourraient être les solutions alternatives. Mais il sait qu'effectivement, Bouygues, à terme, a envie de sortir. Donc, il n'est pas surpris. Et ensuite, quand Cron prend langue avec General Electric, je crois que Macron est lucide, il connaît les relations entre Siemens et Alstom, il sait que ça, c'est pas bon, et donc il va clairement opter pour la solution de General Electric. Alors que la solution Siemens proposée par Montebourg et d'autres, parce que des industriels, Jean-Louis Beffa à l'époque, etc., qui poussent à cette solution, les gens de Siemens eux-mêmes ne sont pas convaincus. Ils ne sont pas convaincus parce que ils sentent venir le changement du marché sur le gaz. Ah oui. Donc, est-ce qu'il faut ensuite, est-ce qu'on ne va pas avoir un problème avec Bruxelles de position dominante? C'est ça qui est fou aussi. Mais Bruxelles empêche les Européens de se regrouper, oui. Mais donc, de fait, laisse les Américains devenir des géants. Oui, mais parce que Bruxelles n'a pas la notion de l'Europe puissance. Pour Bruxelles, le principe de l'Union européenne, qui n'est plus le principe du marché commun, le principe du marché commun, c'est de la préférence communautaire, il ne faut jamais oublier ça. Mais avec l'Union européenne, l'acte unique, Maastricht, etc., l'Union européenne change de nature. Et elle devient le lieu de la libre concurrence, libre et non faussée. Donc, ce qui compte pour l'intérêt du citoyen et du consommateur, c'est d'avoir une offre la moins chère possible et de la meilleure qualité possible aussi. Mais que ce soit américain, japonais, etc., X ou Y, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Il n'y a plus de notion de nationalité et d'intérêt national, bien sûr, et même européen. Mais la difficulté avec Alstom, c'est que ces histoires de turbines concernent le parc nucléaire français. Oui. Donc l'énergie utilisée par les Français tous les jours. Donc c'est éminemment stratégique. Oui. On n'est pas en train de parler de faire des porte-clés ou des stylos, là. On parle des turbines qui servent dans les centrales nucléaires françaises. Il n'y a pas de loi en France qui protège ces segments stratégiques ? Alors, c'est vrai que sur l'opération de rachat global, on peut discuter sur les turbines à gaz. On peut dire, est-ce qu'il ne fallait pas, effectivement, turbines à gaz qu'Alstom avait du mal quand même à développer, le passé avec Bonne-Bovry qui n'était pas bon, est-ce qu'il ne faut pas, à ce moment-là, vendre effectivement à General Electric, mais garder la partie nucléaire, hydraulique, où là, il y a le vrai savoir-faire français, indiscutablement. Mais Cron, Bouygues, General Electric, je ne sais pas s'ils auraient pu accepter une partie seulement. On dit on vend tout. On laisse le ferroviaire de côté et on vend tout. Bon. À partir de là, l'État a essayé d'obtenir, c'était l'idée de garder 20% dans le capital du nouvel Alstom. C'est du pipeau tout ça, c'est de l'habillage. Ensuite, il y a eu l'idée de garder une sorte de golden share sur la partie nucléaire. C'est quoi un golden share ? Alors, golden share, c'est une action de préférence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ensuite revendre l'activité sans avoir l'aval de celui qui a la golden share, en l'occurrence l'État. Dans les accords qui ont été passés, il y avait la création, ça a été un habillage, pour éviter que l'opinion publique ne crie à la braderie. Donc on a fait un montage. C'est-à-dire qu'on a fait des co-entreprises.
Donc il y avait une co-entreprise pour le grid, l'hydraulique, pour le gaz, pour grid, pour l'éolien et le nucléaire. Ou théoriquement, c'était du 50-50. C'est ça qu'on entendait, c'était le bruit. Voilà. Théoriquement. Et d'ailleurs, ils ont présenté, quand ils ont présenté à la presse et aux parlementaires l'accord, il y a les graphiques, c'est 50-50. Hein? Or, c'est un mensonge. C'est là où je dis que c'est un scandale. C'est-à-dire, on a menti. C'était pas 50-50, c'était 51-49. Et même pour le nucléaire? Et le nucléaire, c'est 80-20. C'est fou. Hein, avec la Golden Share, etc. Mais 80-20. Hein, c'est une dinguerie, ça. Et moi, c'est... 20 pour Alstom, 80 pour General Electric. Oui. Et tout ça, pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, General Electric pouvait racheter les 49% que détenait Alstom à un prix déterminé à l'avance, etc. Mais pas le contraire. Ah non, non. C'est ça qui est marrant aussi. Mais parce que c'était un habillage. C'est uniquement de la communication. Je veux dire, c'était pour ne pas dire Alstom vendu à General Electric. Dans ce genre d'opération, on cherche toujours à faire de la com, à habiller. Or, il n'y a pas les vraies coopérations à terme, 50-50, l'égalité absolue, ça n'existe pas. Il y en a un qui domine l'autre, forcément. Et là, c'était évident que c'était General Electric. C'est eux qui rachetaient, qui payaient. Mais il fallait, aux yeux de l'opinion publique française, dire non, c'est une co-entreprise, c'est un partenariat. Hein. Donc on a fait cet habillage et ce mensonge. Et c'est là qu'il y a un scandale, quelque part. Parce que, pourquoi mentir? Hein? Pourquoi mentir? Moi, je trouve que tout est un scandale dans cette histoire. Effectivement, ça, c'est encore la cerise sur le gâteau. Et donc, on se retrouve dans une situation où, en fait, tout simplement, General Electric prend le contrôle de la partie énergie d'Alstom, la partie la plus rentable. C'est ça aussi que vous dites. Oui. C'est que il y a ce que Alstom fabriquait, mais il y a aussi toute la maintenance de toutes les centrales nucléaires construites dans le monde par Alstom, qui maintenant est sous contrôle de General Electric. Alors, et ça, c'est quelque chose de très rentable, parce que c'est l'argent qui arrive tous les mois. Ce qui a valu quelques frictions, d'ailleurs, entre EDF et General Electric. Hein, parce que General Electric voulait revoir à la baisse les obligations de maintenance, etc. D'ailleurs, question subsidiaire. Les problèmes qu'on a rencontrés cet hiver avec les carénages, les retards dans la maintenance des centrales nucléaires, est lié à ça ou pas? Rassurez-moi. Honnêtement, je ne sais pas. C'est vrai que ça posait un problème au début de l'application des accords, en 2016-2017. Hein, indiscutablement, il y a eu des bras de fer entre General Electric et EDF. Mais les problèmes de maintenance d'EDF tiennent aussi à la perte de compétences, à l'utilisation massive de sous-traitants qui n'ont pas les compétences. Vous savez, d'une façon générale, le vrai problème de nos sociétés aujourd'hui, je pense en France, en Europe, mais aux États-Unis aussi, c'est la compétence. Et la compétence du personnel qui travaille dans les industries et dans les industries de haute technologie. Nous sommes en pénurie d'ingénieurs. Sur les semi-conducteurs, on se gargarise. Les États-Unis disent c'est extraordinaire, le CHIPS Act, Biden met 52 milliards, en Europe on va mettre 40 milliards pour les semi-conducteurs, etc. On n'a pas les hommes. Il n'y a pas les hommes. Il manque, aux États-Unis, il manque 90 000 ingénieurs pour les semi-conducteurs. Donc vous allez avoir des usines qui construisent, l'argent on le trouve. Hein, on construit des usines pour les semi-conducteurs pour relocaliser, réindustrialiser. Hein. Puis derrière, vous n'avez pas les ingénieurs ni les ouvriers qualifiés. Alors ils sont où dans le monde des ingénieurs? Ils sont où dans le monde? Mais ils sont partis. Alors aux États-Unis, c'est très simple. Ils sont partis dans le software. Ah oui. Et dans la pub et le marketing et la finance. D'accord. C'est-à-dire que l'industrie, comme en France, l'industrie c'est pas bien. C'est vrai qu'un jeune qui fait le modèle, c'est Mark Zuckerberg. Hein, on va aller faire fortune dans la Silicon Valley. Hein, on va écrire des programmes, on va développer le design éventuellement des semi-conducteurs. Apple est un exemple. Ensuite, on va en faire le marketing. Hein, mais on ne va pas se salir les mains à aller fabriquer les composants qui sont à la base des smartphones, des ordinateurs, etc. Ça, on le délocalise en Asie du Sud-Est. Bon. Et parce que c'est vrai que quand vous êtes un ingénieur ou un ouvrier hautement qualifié, hein, que vous travaillez dans une unité d'une fonderie, ce qu'on appelle une fonderie,
ben vous êtes en combinaison blanche. C'est fatigant. C'est fatigant. Et vous gagnez moins votre vie que d'aller designer dans la Silicon Valley, ou à plus forte raison que d'aller faire des programmes financiers à Wall Street. Donc ils ont perdu depuis 20 ans la compétence. Et vous ne fabriquez pas des ingénieurs en semi-conducteurs comme ça, avec des coups de baguette magique, claquement de doigts. Il faut des années. Les universités n'ont plus les programmes de formation. Donc il y a une pénurie mondiale. On estime, si vous voulez, aujourd'hui, dans l'industrie des semi-conducteurs, elle emploie 2 millions de personnes dans le monde. D'ici 2030, il faut embaucher 1 million de personnes. On ne les a pas. C'est la même chose en Chine. Hein. Même TSMC à Taïwan, il manque 30 000 personnes pour travailler dans les semi-conducteurs. En France, une société qui fabrique les robots, la société néerlandaise ADSL, hein, elle utilise une main-d'œuvre en grande partie turque et indienne. Comme nous n'aimons plus l'industrie, que l'industrie c'est Zola, c'est sale, etc., qu'on préfère les services et le software, hein, bah évidemment, on n'a plus de gens qui veulent travailler dans l'industrie. Ils ne savent plus travailler dans l'industrie. Et sur le nucléaire, c'est ce qui s'est passé. On a perdu les compétences. Alors là, on lance un grand plan dans la région Normandie pour essayer de former 100 000 personnes pour le développement de l'industrie nucléaire dans les 12-15 prochaines années. Mais il faut ensuite que les jeunes aient envie d'aller là-dedans. Ils n'ont pas envie. Parce qu'ils ont une mauvaise image de l'industrie. Et du nucléaire, à plus forte raison. Et Areva, elle a le même problème. Et quand vous avez des problèmes sur les soudures, etc., ce sont des industries, les semi-conducteurs, mais le nucléaire, l'aéronautique, exigent l'excellence. Vous ne pouvez pas avoir des défauts sur les pièces que vous produisez. Vous ne pouvez pas avoir des défauts sur les pièces aéronautiques. Vous ne pouvez pas avoir des défauts sur les fusées. Vous ne pouvez pas avoir des défauts sur les composants de haute technicité. C'est zéro défaut. Ben oui, mais si vous n'avez pas des gens compétents, vous aurez des défauts. Et donc à ce moment-là, c'est toute la chaîne qui s'effondre. Donc c'est ça qui nous manque. Il faut moins de youtubeurs, plus d'ingénieurs. Oui, exactement. C'est un peu ça l'idée. Exactement. D'accord. Je suis d'accord avec vous, figurez-vous. Bien qu'étant moi-même youtubeur. Je vais peut-être me reconvertir. Oui, non mais attendez, les jeunes aujourd'hui qui s'orientent vers le hardware, ce qu'on appelle le hardware, il y a tous les emplois qu'on veut. ST Microelectronics, qui est des dernières sociétés de composants semi-conducteurs en Europe, qui est à Grenoble, une survivance d'un accord franco-italien. Ils ont 7000 personnes à embaucher. Ils ont du mal à embaucher. Ils payent bien. Ils ont du mal à embaucher. Moi, j'ai un pote qui travaille là-bas. Il paye très bien. Oui, il paye très bien. Mais alors ça, moi, je dis aux jeunes, allez dans cette branche. Allez dans ces branches-là. Retournez à l'industrie. Alors, pour revenir sur ce scandale de la vente de la branche énergie Alstom à General Electric, parlez-nous de Satellite Tracking System. Ah, oui, je crois qu'on a mis l'accent dessus parce que c'était un peu symbolique, mais... C'est hallucinant, quand on lit mais... vos pages, on hallucine complètement, là. Oui, oui. Bon, je ne sais pas si ça avait autant d'importance que ça. Ah oui, finalement. Non, oui. Avec le recul. Avec le recul, oui. Donc on a une société française, oui. En gros, qui a une technologie qui permet de communiquer avec les satellites, de savoir où ils sont en temps réel, etc., et qui a été emportée... Bah oui, parce que c'était une sous-filiale dans l'ensemble à Alstom. Bon, voilà, je crois que certains ne savaient même pas que ça existait. C'est ça. Oui. Mais on se dit, quand on lit ça, on se dit, bon, bah, c'est quand même des secteurs ultra sensibles qui ont été jetés avec le bain. Oui, mais ça vient du fait qu'il n'y a plus de suivi. Comme nous avons abandonné l'industrie sciemment, et collectivement. Il n'y a pas que les élites qui sont... Je pense que c'était un abandon collectif dans les années 90. Bon, à partir de là, vous avez personne, même au niveau du gouvernement, qui a une vision, qui a un observatoire pour dire, c'est pas de faire de l'interventionnisme, mais pour dire, attendez, attention, là vous avez une sous-filiale qui a un intérêt au niveau de la défense nationale ou autre. Bon, faut faire quelque chose. On n'a plus ça, parce que la haute administration française, elle ne raisonnait plus en termes de souveraineté nationale. Mmh. Quand vous disiez à des hauts fonctionnaires responsables de l'informatisation dans les administrations,
que peut-être il faudrait avantager plutôt un groupe français, etc. Ils me disaient, mais attendez, on est en Europe, tout est ouvert, les appels d'offres, etc. Monsieur, je vous interdis d'évoquer la préférence nationale. C'est une mentalité aussi qui a évolué. Autrefois, il y avait la préférence nationale. On a pensé à un moment qu'il y aurait une préférence communautaire, ça n'a jamais existé. Et là, c'est le libre marché, la liberté, le marché libre et non faussé. Mais alors, dans ce marché libre et non faussé, à la lecture de votre livre, on se rend compte que c'est quand même, au final, les Américains qui tirent leur épingle du jeu. Oui, parce qu'eux n'ont pas la même vision. Hein, les Américains sont Américains. C'est ça le truc. Voilà. Comme les Allemands savent se débrouiller quand il le faut. Et nous sommes les naïfs. Hein. Nos dirigeants ont été les naïfs dans l'histoire. Voilà. Alors, certains y ont trouvé leur compte personnellement. Patrick Cron est parti avec combien ? 4 millions d'euros. Une paille. Oui, c'est dans l'univers des indemnités ou des profits par rapport aux États-Unis. Alors, c'est peanuts. C'est rien du tout. En action, quand même. C'est-à-dire que ça peut ne pas être ces 4 millions, d'ailleurs. Oui, on ne sait pas combien il a touché au final. Oui, mais comme l'action Alstom, c'est pas une grande performance. C'est pas... Alors, qu'aurait-il fallu faire idéalement ? Je pense il fallait garder GEAST, d'ailleurs qu'on a racheté, finalement. Donc GEAST, c'est la partie nucléaire. La partie nucléaire, les turbines Arabelle. Et donc en 2022, oui. On a vu Macron expliquer que la France allait racheter la partie nucléaire de General Electric. C'est quoi cette histoire ? Ça s'est fait, c'est EDF qui a racheté. Et donc on a racheté ce qu'Alstom a vendu. Oui, exactement. Et je crains qu'on l'ait racheté un peu plus cher qu'on ne l'avait vendu. Oui, à mon avis, oui, ça, c'est dingue. D'ailleurs, à un moment donné, on avait envisagé de faire participer les Russes de Rosatom à l'opération. Parce que les turbines Arabelle se vendent dans le monde entier. Hein. Quels sont les clients aujourd'hui pour Arabelle, pour les nouvelles turbines Arabelle? C'est l'EPR de Flamanville, c'est Hinkley Point, les EPR d'Hinkley Point en Grande-Bretagne, mais ce sont aussi les réacteurs nucléaires que Rosatom vend un peu partout dans le monde. Rosatom, c'est la première société nucléaire au monde. Ah oui. Oui. Et c'est russe. C'est russe, oui. Ah oui, d'accord, j'ignorais cela. Et ils ont une compétence, hein, parce qu'eux n'ont pas fait d'EPR, mais ils ont fait évoluer leur gamme de centrales, en les améliorant, et ils avaient eu beaucoup de contrats en Turquie, au Vietnam, en Chine, en Finlande. Alors là, le contrat finlandais a été coupé dans le cadre des sanctions. Mais il y en a en Turquie aussi, et Arabelle équipe une partie de ses réacteurs nucléaires. Ah oui, d'accord. Donc et une turbine Arabelle, quand vous vendez une turbine Arabelle, c'est 250 millions d'euros. Hein. Ah, bien sûr. Ouais. C'est pas, donc pour l'usine de Belfort, c'est important. Donc pour le moment d'ailleurs, le nucléaire ne fait pas partie des sanctions contre les Russes. Ah oui. C'est-à-dire que nous continuons à acheter une partie d'uranium enrichi aux Russes, les Américains aussi d'ailleurs, hein. Et les centrales nucléaires dans les pays de l'Est qui sont d'origine soviétique hein, achètent leur combustible à Moscou, hein, en ont besoin donc. Et nous avons des accords sur turbine Arabelle avec Rosatom. Donc pour le moment, le nucléaire échappe aux sanctions. Pour combien de temps ? Ça, je pense que les Polonais, les Baltes et les Allemands vont essayer de faire en sorte que le nucléaire rentre dans les sanctions. On va voir, ça va être intéressant de voir. Mais comme les Américains utilisent quand même une partie des combustibles des Russes, bon, mais ça c'est les à côté c'est l'hypocrisie des sanctions, ça. Donc, les Français ont repris le contrôle sur les turbines Arabelle. Oui. En fait, c'est EDF qui contrôle. Sur Belfort, sur tout ce qui se faisait. Oui, c'est l'usine de Belfort. Oui. Parce que vous parlez dans votre livre aussi des turbines dans le Charles de Gaulle, le porte-avions. Oui, mais ça c'est les petites turbines nucléaires Mais on avait perdu le contrôle à la vente d'Alstom. Alors ça, je ne sais pas d'ailleurs si ça rentre.
pas l'impression que ça rentre dans le cadre. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. D'accord. Mais donc, en gros, avec la vente d'Alstom est partie aussi les technologies pour les turbines du Charles de Gaulle et des réacteurs nucléaires, des sous-marins nucléaires. Alors, les sous-marins, c'était déjà parti. C'était une filiale qui avait été rachetée déjà par General Electric il y a 20 ans, je pense. D'accord. Ok. C'est une société qui venait de Schneider, je crois. Mais il faut voir que General Electric est très implanté en France. Il y a des vieux liens avec la France. General Electric, on fabrique ensemble les turbines des avions, les CFM 56, qui équipent, et les modèles qui ont été améliorés depuis, qui équipent à la fois Airbus et les Boeing. Et Safran, c'est les moteurs de Safran, mais c'est une coopération avec General Electric. Et ça avait été monté au moment d'ailleurs de la création d'Airbus, à l'époque de Pompidou, pour pouvoir attaquer le marché américain. Cette alliance avec General Electric, à 50-50, pour fabriquer les moteurs d'avion, a permis à Airbus de vendre aux États-Unis. Parce que sinon, les Américains, ils n'achetaient pas un produit qui était 100% étranger. Alors qu'avec des moteurs qui équipaient les Airbus qui étaient à 50% de General Electric, ça a permis d'avoir des contrats aux États-Unis. Eux raisonnent comme ça, oui. Oui, tout à fait. Et ils ont racheté aussi dans les années 80 la Générale de Radiologie qui appartenait au groupe Thomson. Et donc General Electric règne avec Siemens, les deux grands fournisseurs de matériel médical, c'est General Electric et Siemens. Donc ils sont très implantés en France. Est-ce que vous diriez que cette affaire, ce scandale, est une affaire finalement est une boucherie industrielle, comme d'ailleurs oui, c'est un gâchis. C'est un gâchis industriel. C'est un gâchis. Le pire étant sans doute l'autre partie de l'ancienne CGE, c'est Alcatel. Alors Alcatel a été nettoyé. Alors qu'on avait là aussi des compétences, franchement, en télécom. Bon, mais c'est un gâchis. Mais c'est un gâchis qui s'inscrit dans une ligne générale, qui est la ligne générale qui a été prise dans les années 90, encore une fois, aussi collectivement. C'est finalement l'industrie, c'est plus notre truc. On le laisse à la limite aux Allemands, voire aux Italiens. Mais nous, Français, comme on est plus malins que les autres, on va se mettre sur les services, sur la finance, sur le tourisme, sur le luxe, et quelques grands groupes qui ont des positions mondiales. Bon. Et l'armement, j'oubliais, l'armement, l'énergie, on se disait, etc. Et puis on s'aperçoit qu'au fil des ans, il ne reste pas grand-chose. C'est-à-dire que l'énergie a en partie disparu, et que la défense, heureusement qu'il y a encore d'assaut, est à l'est, parce que sinon, et que les Allemands essayent là, visiblement, de mettre la main sur nos industries de défense, à travers les coopérations, soi-disant coopérations européennes. Je pense au SCAF, l'avion de combat du futur. Et cette grande tendance en France est-elle réversible, selon vous ? Alors, je crois, pour être honnête, Macron a parfaitement compris l'ampleur du truc. Je dirais qu'il a eu une révélation. Mais mieux vaut tard que jamais. La rédemption, ça existe. Bon, donc, sur le nucléaire, il a fait son chemin de Damas. Et sur l'industrie aussi. On est surpris du temps que ça a mis, mais... Oui, mais parce que dans ce pays, il y a un retard à l'allumage considérable. C'est-à-dire, vous avez des lanceurs d'alerte qui disent « Attention, là, on prend une voie où ça va nous coûter cher, on va avoir des dégâts collatéraux. » Il faut 20 ans pour que ça pénètre progressivement dans les esprits et pour inverser les tendances. Donc, la prise de conscience, elle a lieu depuis quelques années en France, indiscutablement, y compris dans les élites dirigeantes. Mais ensuite, il faut... Pour inverser la tendance, ça devient très compliqué, parce qu'il vous faut de l'argent et des hommes. Et aussi, nous, en plus, on est dans le cadre européen. Oui, parce qu'il faut pouvoir planifier un changement. Voilà. Et ensuite, vous êtes dans le cadre européen qui a édicté au fil des ans des normes qui sont
en contradiction avec la volonté, par exemple, de retrouver notre indépendance dans un certain nombre de secteurs. Bien sûr. Voilà. Et là, on est piégé. Ce que les Américains, eux, ne sont pas piégés. Parce que quand Biden, les Américains, quand ils décident quelque chose, ils appuient sur le bouton, l'argent, il vient. Alors, les hommes ne viennent pas, comme je disais tout à l'heure. Hein, parce que les hommes, ça met longtemps à être formés. Mais j'appuie sur le bouton, je fais le CHIPS Act, je dis à TSMC, le Taïwanais, leader mondial des semi-conducteurs, vous allez venir faire une usine en Arizona parce que je veux relocaliser, vous allez investir 20 milliards de dollars. TSMC est obligé de le faire. Sinon, il se passe quoi? Sinon, ils se mettent mal avec les Américains. Eh oui. Vous comprenez, on ne peut pas... C'est comme l'extraterritorialité du droit américain. Bon. Vous êtes un banquier. Banquier, vous travaillez en dollars toute la journée. Vous avez des succursales aux États-Unis. Si on vous dit, monsieur, vous allez dénoncer les citoyens américains, mais aussi les citoyens franco-américains qui ont des comptes chez vous et qui ne payent pas l'impôt aux États-Unis. On dit, ah ben non, dans le secret des affaires, ça. Monsieur, si vous ne dénoncez pas, à ce moment-là, vous perdez votre licence aux États-Unis. Une banque ne peut pas se permettre de perdre sa licence aux États-Unis. Ah oui, bien sûr. Parce qu'elle ne peut plus travailler en dollars. Donc elle est morte. Donc c'est la loi du plus fort. Et les Américains sont les plus forts. C'est eux qui ont le monopole de battre monnaie avec le dollar, même si les Chinois essayent aujourd'hui d'imposer, de faire en sorte que le yuan soit une alternative. Mais on est loin du compte. Le dollar continue de s'imposer. Et donc les Américains imposent leurs droits, leurs normes, leurs visions à leurs partenaires. Et puis ceux qui ne sont pas les partenaires, on les sanctionne. S'ils filent pas d'où. Donc c'est un... alors je reviens sur cette affaire. On a pris conscience de la nécessité de relocaliser. Il faut de l'argent. On peut le trouver. Il y a le commissaire à l'investissement, etc. On fait des choses, indiscutablement. On a compris aussi qu'il fallait réorienter une partie des jeunes vers la professionnalisation, les lycées professionnels, l'apprentissage. Bon, moi je me souviens très bien qu'Édith Cresson, il y a 30 ans, plus de 30 ans, elle avait essayé de relancer l'apprentissage. Elle s'était fait matraquer, pas par la droite, par la gauche, par ses amis socialistes. Bon. De la même façon, les retraites. On sait qu'il faut faire évoluer le système de retraite. Et que le meilleur système qu'on puisse faire, c'est un système où les gens ont à la limite le choix. C'est-à-dire à la fois, je choisis de toucher moins pendant plus longtemps ou plus pendant moins longtemps. De cumuler ça avec des emplois à mi-temps, à tiers-temps, à 2 tiers de temps, etc. Et d'étaler tout ça sur une période longue. Bon. Et ne pas avoir un âge couperet. Bon. Mais c'est des idées qui montrent, moi je me souviens très bien d'avoir parlé il y a 30 ans exactement, ce système par points. 30 ans, et même là, ça n'a pas été appliqué. C'était la première réforme Macron, oui, mais qui a été un peu mise... avec le Covid, ils l'ont mis de côté. Là, pour le coup, c'est le Covid. Mais oui. c'est vrai que la deuxième version n'était plus la même. C'est plus la même. C'est plus du tout la même chose. Et c'est l'âge pivot qui est le totem, je veux dire, c'est une absurdité. Et pourquoi ils ont fait l'âge pivot? Parce qu'il fallait une mesure simple par rapport à Bruxelles. Hein, Bruxelles exige qu'on se réforme. Bon, qu'on fasse quelque chose pour montrer qu'on est des bons élèves. Donc à partir de là, comme ils ne rentrent pas dans les détails, ils disent c'est plus simple, c'est comment les Français, 62 ans, nous on est à 65, 67 ans, donc remontez votre âge pivot. Et on dit oui, c'est un totem, on remonte l'âge pivot. Au cœur de tout ça, il y a vraiment la question de la souveraineté, quoi. Oui, et de Bruxelles, oui, tout à fait. On s'est fourvoyé sur Bruxelles. On n'est plus dans la France de Gaulle de 62, non. Quoi. C'est fini ça. On a les dirigeants, c'est pour ça que parfois je suis un peu pas indulgent, mais je me dis c'est compliqué parce que vous n'avez pas les manettes. Ils n'ont plus les manettes. Hein, on a délégué à Bruxelles. Et ça, celui qui est responsable, faut le dire, c'est Sarkozy. La France a voté non. D'ailleurs, tout le mal vient de là. Comme la défiance à l'égard de la classe politique et de la classe dirigeante d'une façon générale. Oui, c'est vrai. En 2005, nous avons voté non au projet de constitution européenne. Et puis pas un petit non, c'était un non à 55%. Bon. Et d'ailleurs, à l'époque, Chirac avait encaissé, il avait dit on ne bouge plus, on reste sur les traités anciens.
Et quand Sarkozy est élu en 2007, il fait deux choses. La première chose qu'il fait, c'est de réintégrer le commandement intégré de l'OTAN, pour un plat de lentilles, on n'a rien en contrepartie. Et deuxièmement, il repasse le traité européen, qui est la Constitution européenne, par la fenêtre, c'est-à-dire avec un vote du Parlement. Ouais. Et ça, je pense que intérieurement, les Français ont compris qu'on les avait volés, en quelque sorte, on a volé notre vote, et que c'est pas le respect de la règle du jeu. Quand il y a eu Maastricht, vous êtes peut-être trop jeune, moi j'ai vécu Maastricht. Moi j'ai voté non à Maastricht. Bon, comme Philippe Seguin, comme d'autres. Mais ça a été le oui à 51%. Nous avons accepté le verdict des urnes. On a respecté le verdict des urnes, même si on pensait que c'était une erreur. On l'a respecté. Eux, ils n'ont pas respecté le verdict des urnes. Et c'est de là que vient cette méfiance, ce mauvais climat en France. Effectivement. Et je pense que Sarkozy a une lourde responsabilité là-dessus, parce que on a repassé donc le traité par la fenêtre. On avait fermé la porte, on l'a repassé par la fenêtre, et à partir de là, eh bien, nous avons perdu largement en souveraineté. Et on voit aujourd'hui que pour reprendre la main, c'est compliqué, parce qu'entre-temps, on a doublé la dette, notre économie s'est affaiblie, nous nous sommes massivement désindustrialisés, et nous avons perdu en compétences. Et que pour remonter, ça va être plus difficile. Jean-Michel Quatrepoint, merci beaucoup. Merci à vous.